Ce devait être le plus beau jour de sa jeune vie. Le 13 juin 2009, un samedi après-midi humide à Maple Hollow, Tennessee. Le genre de petite ville du Sud où les voisins connaissaient les enfants des autres par leur prénom et où les fêtes d'anniversaire débordaient des jardins pour s'étendre jusque dans les allées. Lila Hartley, 8 ans, attendait ce jour depuis des semaines. Des ballons roses attachés à la clôture flottaient dans la douce brise d'été. Un barbecue grésillait et fumait, et le son des rires d'enfants se propageait dans la rue de banlieue tranquille. Sur les photos prises ce jour-là, celles que la police étudierait plus tard, image par image, Lila se tenait au centre de la fête. Une petite fille aux cheveux châtain clair, des taches de rousseur parsemant ses joues et une robe en coton rose assortie au glaçage de son gâteau. Sa mère, Dana, avait commandé le gâteau à une pâtisserie locale. Il commençait déjà à s'affaisser sous l'effet de la chaleur au moment où les bougies furent allumées. Les voisins se souviennent comment Lila plissait les yeux à cause du soleil en faisant son vœu. Quelqu'un avait dit en plaisantant « Ne le dis à personne, sinon il ne se réalisera pas. » À 16 heures, le son de la musique et des rires emplissait encore le jardin, les adultes discutant près du barbecue, les enfants courant entre un arroseur et une balançoire. Rien ne semblait anormal, mais quelque part entre les jeux et le rangement, entre une boisson renversée et un ballon manquant, Lila Hartley disparut. Personne ne s'en rendit compte au début. Ces fêtes avaient leur propre chaos naturel. Les enfants allaient d'un jardin à l'autre, les parents étaient distraits par de petites conversations. Quand Dana appela les enfants pour ouvrir les cadeaux, Lila n'était pas parmi eux. Ses amis pensèrent qu'elle était rentrée boire quelque chose ou qu'elle était dans le jardin de devant. Un voisin proposa de vérifier la salle de bain. Quelqu'un d'autre vérifia le côté du jardin, s'attendant à la voir assise près de la clôture, chassant un papillon comme elle le faisait toujours. En moins de 10 minutes, ce léger sentiment de confusion commença à se transformer en quelque chose de plus lourd, cette lente et insidieuse prise de conscience que quelque chose n'allait pas. Dana appela son nom une fois, 2 fois, puis de nouveau, plus fort. Le brouhaha dans le jardin s'estompa. Le son des carillons et le bourdonnement des cigales emplirent le silence. Les invités commencèrent à marcher en cercle de plus en plus large, appelant Lila le long du trottoir, leur voix gagnant en intensité et en urgence. À 16h30, Dana tremblait en courant à travers la maison, ouvrant chaque porte, vérifiant les placards, le garage et même la machine à laver et le sèche-linge, comme si elle pouvait trouver sa petite fille accroupie quelque part en train de rire, cachée dans le cadre d'un jeu qui était allé trop loin. Mais Lila n'était pas là. Lorsque la première voiture de patrouille arriva juste après 17 heures, l'atmosphère avait complètement changé. La rue était maintenant bordée de voisins anxieux, de parents tenant leurs enfants près d'eux. Un officier commença à interroger les invités, tandis qu'un autre traversait le jardin, demandant le silence pour que les chiens de recherche puissent commencer. Les chiens tournèrent près de la terrasse, reniflèrent les chaussures de Lila à l'intérieur de la maison et se dirigèrent vers la clôture du fond, une barrière de cèdre de près de 2 mètres qui bordait la propriété de la famille Cole. Puis, juste au-delà, ils s'arrêtèrent. La piste olfactive s'arrêtait brusquement. Ce fut la première chose que les inspecteurs jugèrent inhabituelle. Même si un enfant s'était éloigné, les chiens auraient dû pouvoir suivre sa trace
sur au moins quelques centaines de mètres vers la route, dans un terrain vague voisin ou dans les bois derrière le lotissement. Mais c'était comme si Lila s'était volatilisée. À la tombée de la nuit, Maple Hollow grouillait de volontaires. Des lampes de poche fendaient l'obscurité, tandis que des groupes se déployaient sur les pelouses et les parcelles boisées, appelant son nom. Des hélicoptères du bureau du shérif du comté survolaient la zone. Des journalistes se rassemblèrent près de l'entrée de l'impasse, diffusant des mises à jour en direct. En 12 heures, l'histoire avait atteint chaque foyer de l'État. Une fillette de 8 ans portée disparue lors de sa fête d'anniversaire à Maple Hollow. À l'intérieur de la maison des Hartley, les inspecteurs interrogeaient les membres de la famille séparément. Le père de Lila, Tom, était assis, rigide, dans la cuisine, le visage pâle, répondant aux mêmes questions encore et encore. Qui était à la fête? À quelle heure avait-elle été vue pour la dernière fois? Quelqu'un avait-il récemment emménagé dans le quartier? Il dit que tout le monde présent était de la famille ou des amis proches, à l'exception d'un seul homme, le voisin d'en face, Richard Cole, qui était passé ce matin-là pour aider à installer les tables et déposer une glacière de glace supplémentaire. Cole vivait seul. Il était là depuis des années, plutôt solitaire. À ce moment-là, personne ne le soupçonnait de quoi que ce soit. Il avait discuté avec les invités, souri pour quelques photos, puis était parti avant le déjeuner. Pourtant, les inspecteurs notèrent son nom. À l'aube du lendemain matin, les équipes de recherche avaient ratissé chaque centimètre carré de Maple Hollow. Elles drainèrent un étang de rétention voisin, fouillèrent les fossés, rampèrent dans les ponceaux. Aucune trace. Pas d'empreinte de pas, pas de fibres, pas de vêtements, pas de sang. Ce dimanche-là, les Hartley se tenaient sur leur pelouse, entourés de caméras. Dana supplia quiconque ayant des informations de se manifester, sa voix se brisant, l'épuisement et l'incrédulité inscrits sur son visage. Derrière elle, les décorations roses de la fête étaient toujours suspendues, fanées, se balançant dans le vent humide. Au fur et à mesure que les heures se transformaient en jours, l'enquête s'intensifia. La police vérifia chaque véhicule immatriculé qui était passé dans le quartier cet après-midi-là. Ils récupérèrent les images de surveillance des magasins locaux, des stations-service, des feux de circulation. Des centaines de tuyaux affluèrent, de prétendues observations, des théories, des pistes qui ne menaient nulle part. Chaque jour, le périmètre de recherche s'élargissait, mais les résultats étaient les mêmes. Rien. Plus Lila restait introuvable, plus la ville devenait désespérée. Des avis de recherche avec sa photo d'école, prise quelques semaines auparavant, couvraient les poteaux téléphoniques, les vitrines des épiceries et les pare-brises des voitures. Les églises organisaient des veillées de prière. Des étrangers laissaient des animaux en peluche au pied de la boîte aux lettres des Hartley. Pendant ce temps, les inspecteurs commencèrent à se demander comment un enfant pouvait disparaître en plein jour d'un jardin rempli de monde. Ils examinèrent des photographies et les vidéos de la fête image par image, étudiant les visages en arrière-plan, les ombres, même les reflets dans les vitres des voitures. Ils notèrent un détail. Sur la dernière photo connue de Lila, prise quelques minutes avant sa disparition, elle se tenait près de la clôture du fond, le fil de son ballon enroulé autour de son poignet, regardant vers le haut. C'était un moment figé dans le temps, sur lequel les enquêteurs reviendraient encore et encore. Cette nuit-là, alors que le deuxième jour touchait à sa fin,
les équipes de recherche furent rappelées. L'enquêteur en chef s'adressa aux médias, ces mots lourds de sens. Pour le moment, nous traitons cette affaire à la fois comme une disparition de personnes et un enlèvement potentiel. Derrière ces mots se cachait un aveu silencieux. Il ne croyait plus que Lila s'était simplement égarée. Dans les jours qui suivirent, Maple Hollow se transforma complètement, devenant une communauté en proie à la peur et à la suspicion. Les parents accompagnaient leurs enfants à l'école au lieu de les laisser prendre le bus. Les voisins fermaient leurs portes à clé avant le coucher du soleil. La tranquille impasse où Lila avait vécu était maintenant bordée de rubans de police et de camions satellites. Les inspecteurs travaillaient sans relâche, mais chaque piste prometteuse s'évanouissait. Les témoignages se contredisaient, les chronologies se chevauchaient. Un voisin affirmait avoir vu une camionnette blanche près du coin de la rue cet après-midi-là, mais les caméras de circulation n'en trouvèrent aucune trace. Une autre insistait sur le fait qu'elle avait entendu des pleurs près des bois au crépuscule, mais les chiens de recherche n'y trouvèrent un rien non plus. À la fin de la première semaine, l'espoir s'amenuisait. Les inspecteurs commencèrent à réinterroger les invités, à la recherche d'incohérences de tout ce qui aurait pu être négligé. Un enquêteur se souvint plus tard comment, lors de ces entretiens, une personne semblait étrangement détachée, polie, coopérative, mais d'un calme qui ne correspondait pas au chaos environnant. C'était Richard Cole, le voisin d'en face. À l'époque, personne n'insista trop. Il n'était pas enregistré comme la dernière personne à avoir vu Lila, et il n'y avait aucune preuve matérielle le liant à la disparition. Pourtant, son nom resta dans les notes de l'affaire, encerclé au crayon. Alors que les semaines se transformaient en mois, la frénésie médiatique diminua lentement. D'autres histoires remplacèrent celle de Lila dans les gros titres, mais à Maple Hollow, l'absence persistait. Dana Hartley cessa de dormir dans sa propre chambre, trop hantée par la vue du jardin. Tom retourna au travail, mais ses collègues dirent qu'il n'était là qu'en esprit. Les ballons, depuis longtemps dégonflés, restèrent attachés aux poteaux de la clôture jusqu'à ce que le vent les arrache. Pour une ville comme Maple Hollow, la disparition d'un enfant n'était pas seulement un crime, c'était une blessure qui refusait de guérir. Et pour les Hartley, c'était le début d'un cauchemar qui allait durer 15 longues années. Car ce que personne n'aurait pu savoir alors, ni les inspecteurs, ni les journalistes, ni même Dana elle-même, c'est que la réponse à ce qui était arrivé à sa fille n'était pas enterrée dans les bois ou cachée par un étranger à des kilomètres de là. Elle attendait là, dans le même quartier, juste de l'autre côté de la rue. Dans les jours qui suivirent la disparition de Lila Hartley, Maple Hollow semblait avoir cessé de respirer. Des voitures de patrouille bordaient toujours la rue. Des officiers fouillaient les buissons le long du ruisseau et les voisins se rassemblaient sur leur perron, chuchotant des théories les uns aux autres. Le jardin des Hartley, autrefois rempli de rires, de ballons et de jeux d'enfants, était devenu une scène de crime délimitée par du ruban, chaque brin d'herbe photographié, chaque empreinte de pas mesurée. Les inspecteurs de la division des personnes disparues du comté travaillaient méthodiquement. Ils commencèrent par interroger chaque invité qui avait assisté à la fête. Parents, enfants, proches. Chacun fut interrogé plusieurs fois, leurs déclarations comparées et recoupées. Les chronologies furent reconstruites minute par minute. Les inspecteurs relevèrent les plaques d'immatriculation des véhicules sur les caméras de sécurité de la route principale menant au lotissement. Rien de particulier.
Personne n'avait vu de lutte, de voiture étrange ou quelqu'un partir précipitamment. C'était comme si Lila avait simplement cessé d'exister quelque part entre son jardin et la clôture. L'attention se tourna finalement vers la maison d'en face, celle de Richard Cole, un agent d'entretien de 42 ans qui vivait seul après un divorce récent. Il était en bons termes avec les Hartley, aidant occasionnellement Dana avec le jardinage ou rentrant leurs poubelles les jours de ramassage. Il était là ce matin-là, proposant d'aider à installer les chaises pliantes avant le début de la fête. Mais plusieurs témoins se souvenaient l'avoir vu partir vers midi, et il insistait sur le fait qu'il avait passé le reste de l'après-midi à faire des courses et à regarder la télévision. Les inspecteurs demandèrent à voir sa voiture, une berline beige aux pneus usés et aux pare-brise fissurés. Ils y cherchèrent des empreintes, firent passer des chiens cadavres autour du périmètre, vérifièrent son garage et son sous-sol. Rien d'incriminant ne fut trouvé. Il semblait nerveux, mais la plupart des gens l'étaient quand la police venait frapper à leur porte. Son alibi n'était pas parfait, mais il n'était pas faux non plus. La surveillance d'une station-service plus loin sur la route le montrait en train d'acheter des cigarettes à peu près au moment où la fête se terminait. Pourtant, quelque chose à son sujet restait dans l'esprit des enquêteurs. Trop calme, trop coopératif. Son ton détaché, comme si la gravité de la situation ne l'avait pas vraiment atteint. Mais sans preuve matérielle, les soupçons ne pouvaient pas aller bien loin. L'attention se déplaça à nouveau, cette fois vers la famille. Statistiquement, les enquêteurs savaient que dans les cas d'enfants disparus, l'auteur était souvent quelqu'un au sein du foyer. Ils commencèrent à disséquer le mariage des Hartley, leurs finances, leurs relevés téléphoniques. La présence policière, autrefois sympathique, devint intrusive. Les inspecteurs demandèrent pourquoi Dana avait attendu près de 15 minutes avant d'appeler le 911. Ils scrutèrent son ton pendant l'interrogatoire, ses gestes, ses larmes. Pour eux, le chagrin pouvait parfois masquer la culpabilité. Tom, le père, devint la cible suivante de spéculations silencieuses. Il était dehors, près du barbecue, quand Layla a disparu, parlant de réparation automobile avec un voisin. Mais il y avait aussi des incohérences dans sa chronologie, des moments où personne ne pouvait confirmer où il se trouvait. Il devint sur la défensive, en colère face aux interrogatoires répétés. « Vous pensez que je ferai du mal à ma fille ?» aurait-il dit à un inspecteur. Mais la frustration ne fit qu'alimenter les rumeurs. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'histoire commença à se fragmenter sous le poids de la couverture médiatique. Les journalistes locaux diffusaient des mises à jour tous les soirs, leurs titres devenant de plus en plus dramatiques. Secret de famille à Maple Hollow, lisait-on sur l'un d'eux. Un autre tabloïd suggérait un complot de garde d'enfants qui a mal tourné. Des camions de télévision se garèrent le long de la rue. Des étrangers passaient devant la maison en prenant des photos. Dana cessa complètement de sortir de chez elle. Les théories se multiplièrent. Certains croyaient qu'un prédateur de passage avait traversé la ville et saisi une opportunité. D'autres chuchotaient à propos d'un parent avec un casier judiciaire. Quelques-uns s'accrochaient à l'idée que Lila avait été enlevée par quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle pourrait encore être en vie quelque part, cachée. Mais chaque piste se soldait par une impasse. Le bilan pour la famille Hartley fut dévastateur. Le regard du public devint insupportable. Les forums en ligne disséquaient leurs interviews, leurs expressions faciales, même les vêtements qu'ils portaient lors des conférences de presse. Quand un animateur de talk-show national insinua que « une mère sait toujours », Dana s'effondra en sanglotant sur le sol de sa cuisine. La colère de Tom
se durcit en silence. Il cessa de coopérer avec la police après qu'ils eurent exécuté un mandat de perquisition sur son camion. Leur mariage, déjà mis à rude épreuve par les nuits blanches et le bourdonnement constant de la suspicion, commença à se fracturer. La maison elle-même changea aussi. Le jardin, autrefois vert et vivant, fut envahi par les mauvaises herbes. La balançoire rose fut démontée et rangée dans le garage. La chambre de Lila resta intacte, son lapin en peluche préféré toujours perché sur l'oreiller. Mais les rires qui remplissaient autrefois ses murs avaient disparu, remplacés seulement par l'écho de questions sans réponse. À la fin de cet été, l'intérêt des médias commença à s'estomper. L'histoire qui avait dominé les gros titres fut lentement remplacée par de nouvelles tragédies. Les veillées aux chandelles devinrent plus petites, la participation diminuant au fil des semaines et des mois. Dana assistait toujours à chacune, serrant la même photo de Lila dans sa robe rose, son expression vide. Au département de police, le dossier de l'affaire s'était épaissi, des centaines de pages d'interrogatoires, de mandats de perquisition et de photographies. Les inspecteurs débattaient de théories jusque tard dans la nuit. L'un croyait que Lila avait été accidentellement tuée et son corps caché à proximité. Un autre pensait qu'elle avait été enlevée par un étranger qui avait fui l'État, mais sans preuve, sans corps, sans témoin, sans piste médico-légale, il n'y avait pas grand-chose de plus qu'ils puissent faire. L'enquête perdit lentement son financement, ses effectifs et son élan. Au printemps de l'année suivante, la disparition d'anniversaire de Maple Hollow fut officiellement classée affaire non résolue. Elle fut placée dans un classeur en métal au sous-sol du bureau du shérif du comté, un dossier parmi des centaines d'autres, marqué de visages de disparus et de noms fanés. Pour les Hartley, la vie se brisa de façon permanente. Dana emménagea chez sa sœur pendant un certain temps, incapable de supporter le silence de la maison. Tom vendit son entreprise et quitta la ville. Ils se parlaient rarement. Ce qui avait été une famille unie par l'amour n'était plus lié que par le deuil et les questions sans réponse. Pourtant, pour ceux qui vivaient encore dans cette rue, les voisins qui avaient assisté au déroulement du chaos, il y avait le sentiment que quelque chose avait été manqué, quelque chose d'évident, caché à la vue de tous. Richard Cole vivait toujours de l'autre côté de la rue. Sa pelouse était impeccable, ses rideaux toujours tirés. Il faisait parfois un signe de la main quand il voyait quelqu'un qu'il reconnaissait, mais les gens ne lui rendaient plus son salut. L'homme qui avait autrefois aidé à accrocher les banderoles d'anniversaire était maintenant traité comme un fantôme, un être vivant discrètement évité, poliment craint. Derrière les portes closes, les résidents chuchotaient qu'ils ne pouvaient pas le prouver, mais beaucoup croyaient que la vérité avait été là depuis le début, scellée derrière l'un de ces murs blancs et propres de l'autre côté de la rue. Et pendant des années, ce malaise silencieux, mi-soupçon, mi-déni, s'installerait sur Maple Hollow comme un brouillard qui refusait de se lever. Personne ne le savait alors, mais 15 ans plus tard, ce brouillard était sur le point de se dissiper. 15 années passèrent, mais à Maple Hollow, le temps n'avait jamais vraiment avancé. L'impasse où vivaient autrefois les Hartley restait étrangement inchangée, comme si le jour de l'anniversaire de Lila avait été figé dans l'ombre. Le même chêne se dressait près du trottoir, son écorce gravée d'initiales depuis longtemps oubliée. Les mêmes maisons tranquilles bordaient de la rue, bien que la plupart des familles qui les avaient autrefois remplies de rire soient parties. De nouveaux résidents arrivaient et repartaient,
attirés par les prix bas de l'immobilier, mais ignorant l'ombre que portait le quartier. Les habitants du coin baissaient encore la voix en mentionnant la maison de la fête d'anniversaire. En 2024, Maple Hollow était devenu un lieu de passage, pas un endroit où l'on restait. Les quelques personnes qui y vivaient depuis assez longtemps pour se souvenir de cet été 2009 le décrivaient comme une blessure qui ne s'était jamais refermée, ne saignant plus, mais jamais tout à fait guérie. La maison des Hartley avait changé de main 3 fois. Chaque famille repeignait les murs, rénovait la cuisine, remplaçait la clôture du fond. Mais sous tout cela, quelque chose d'indicible persistait. Les gens disaient s'y sentir mal à l'aise, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Au fil des ans, Dana Hartley tenta de reconstruire ce que la vie lui permettait. Les premières années furent les plus difficiles. Ces matins commençaient avec la même douleur, ce moment entre le sommeil et le réveil où elle s'attendait encore à entendre les pas de Lila dans le couloir. Quand la réalité s'imposait, elle s'asseyait sur le bord du lit, fixant la photo d'école encadrée sur sa commode, le sourire de sa fille figé dans l'innocence. Finalement, Dana trouva un but dans la douleur. Elle commença à faire du bénévolat pour des organisations d'enfants disparus, d'abord discrètement, puis publiquement. En 2018, elle parcourait le Tennessee pour prendre la parole dans des centres communautaires, des églises et des écoles. Elle racontait son histoire non pas comme un appel à la sympathie, mais comme un avertissement que quelque chose comme cela pouvait arriver n'importe où, à n'importe qui. Elle parlait avec le calme constant de quelqu'un qui avait fait la paix avec l'incertitude, mais ses proches savaient qu'il n'en était rien. Chaque année, le 13 juin, elle retournait à Maple Hollow. Elle garait sa voiture dans la même rue, marchait jusqu'à la clôture où les chiens de recherche avaient perdu la trace de Lila et y attachait un bouquet de ballons roses. Les voisins qui se souvenaient encore d'elle sortaient pour regarder depuis leur perron, ne sachant s'il fallait l'approcher. Dana ne restait jamais longtemps. Elle se tenait là quelques minutes, murmurait quelque chose que personne ne pouvait entendre, puis repartait. Ailleurs, l'inspectrice Marianne Lowell avait pris sa retraite des années auparavant, bien que le mot retraite ne lui ait jamais vraiment convenu. Elle avait été l'enquêtrice principale sur l'affaire de Lila, vive, méthodique et implacable. Mais le temps l'avait usée de manière invisible. L'affaire l'avait hantée plus que toutes celles sur lesquelles elle avait travaillé. Elle gardait le dossier original dans son bureau à domicile, un épais classeur de rapports, de dépositions et de photos. Elle se disait qu'elle le conservait parce qu'un jour, il pourrait y avoir une avancée, une nouvelle piste. Mais en vérité, elle ne pouvait pas le lâcher parce qu'il était devenu une partie d'elle. Le dossier reposait sur son bureau comme une cicatrice qu'elle ne pouvait s'empêcher de suivre du doigt. Certains soirs, elle se versait un verre de bourbon, ouvrait le dossier et étudiait les mêmes détails qu'elle avait mémorisés des années auparavant. Les horodatages, les cartes, la photo de la clôture où la piste s'arrêtait. Elle se demandait toujours ce qu'ils avaient manqué. Elle était retournée dans ce quartier plus de fois qu'elle ne pouvait le compter, refaisant le trajet elle-même, imaginant ce qu'une fillette de 8 ans aurait pu voir, aurait pu entendre. Chaque fois qu'elle repartait, elle ressentait le même frisson de défaite. Les plus jeunes habitants de la ville se souvenaient à peine de l'histoire. Pour eux, c'était quelque chose que leurs parents mentionnaient pour les avertir de rester près de la maison. L'expression « cette fille de l'anniversaire » était devenue presque mythique, un écho de tragédie plus qu'un souvenir d'un véritable enfant. Les quelques voisins restants évitaient d'en parler. Pour eux,
oubliée était une forme de survie. Puis, par une nuit du printemps 2024, Maple Hollow frémit de nouveau. Peu après minuit, le centre d'appel d'urgence du comté reçut un appel provenant d'une maison de retraite en périphérie de la ville. La communication était à peine audible, la voix tremblante et basse, presque un murmure. L'homme au bout du fil s'identifia comme étant Richard Cole, 72 ans, le même homme qui avait autrefois habité en face des Hartley. L'opératrice lui demanda quelle était l'urgence. Sa réponse fut presque entièrement couverte par le sifflement de l'oxygène et les grésillements de la ligne. « Je ne peux plus le porter, » dit-il. « Je sais ce qui est arrivé à la fille de l'anniversaire. » L'opératrice se figea. L'expression était sans équivoque. La fille de l'anniversaire. C'était celle que les habitants utilisaient pour parler de l'affaire, celle que les médias avaient martelée 15 ans plus tôt. Lorsque l'opératrice lui demanda de répéter, sa voix se brisa. La petite fille, celle de Maple Hollow. Je dois le dire à quelqu'un avant de partir. Puis, la ligne se coupa. En moins d'une heure, des agents furent dépêchés à la maison de retraite. Ils trouvèrent Richard Cole assis droit dans son lit, tremblant. Ses yeux étaient en rouge, sa respiration courte. Quand ils lui demandèrent ce qu'il voulait dire, il leur raconta qu'il voyait son visage depuis des mois, dans son sommeil, dans le reflet des couloirs, et même sur les vitres des fenêtres. Il dit que ce n'était plus juste de garder ça en lui. L'infirmière de service expliqua au détective qu'il était de plus en plus agité depuis une semaine. Il avait refusé ses médicaments, affirmant qu'il ne voulait pas mourir avec des mensonges dans les poumons. Son dossier médical indiquait une maladie pulmonaire avancée. Les médecins ne lui donnaient plus très longtemps à vivre. Lorsque la nouvelle de l'appel parvint à l'inspectrice Lowell le lendemain matin, elle resta assise immobile pendant plusieurs minutes avant de parler. Elle avait 70 ans maintenant, plus lente, plus fragile, mais son esprit était toujours aussi vif. La voix sur l'enregistrement était indubitable. Richard Cole, l'homme qu'elle avait discrètement soupçonné sans jamais pouvoir le prouver, venait enfin de prononcer quelque chose qui ressemblait à des aveux. Elle se rendit au commissariat, son vieil insigne suspendu au rétroviseur, le dossier de l'affaire posé sur le siège passager à côté d'elle. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis des années, mais franchir ses portes lui donna l'impression de replonger dans la chaleur de cet été 2009. Au même moment, à Nashville, Dana Hartley était chez elle lorsque son téléphone se mit à sonner sans interruption. Le premier appel venait d'un journaliste local, le deuxième d'une vieille amie de Maple Hollow, le troisième d'un inspecteur dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis plus de 10 ans. Tous disaient la même chose. Un homme s'était manifesté, prétendant savoir ce qui était arrivé à Lila. Elle ne dit rien au début, restant assise au bord de son lit, la main crispée sur le téléphone, le son de son propre cœur battant dans ses oreilles. Pendant 15 ans, Dana avait imaginé ce moment d'innombrables fois. Un appel, une piste, des aveux. Dans son esprit, elle s'y était préparée. Mais quand il arriva enfin, elle réalisa qu'il n'y avait aucun moyen de se préparer au retour de l'espoir, après l'avoir cru si longtemps enseveli. Cette nuit-là, Maple Hollow n'était plus silencieuse. Les camionnettes des chaînes d'information défilèrent de nouveau dans l'ancienne impasse, leurs phares balayant le bitume fissuré, illuminant un quartier qui se croyait libéré de ses fantômes. Les journalistes se rassemblèrent près de la clôture où se trouvaient autrefois les ballons, là où la piste s'était arrêtée. Et dans une chambre d'hôpital faiblement éclairée, à l'autre bout de la ville,
Un vieil homme frêle murmura les mots qui allaient briser 15 ans de silence et rouvrir une blessure qui ne s'était jamais refermée. Ce n'était pas intentionnel. C'était la première fois que quelqu'un entendait la vérité prononcée à voix haute, mais ce ne serait pas la dernière. Chaque affaire ici demande des semaines, voire des mois de recherche, de vérification et de reconstitution des vies qui ont été perdues. Ces histoires comptent. Quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne. Si vous voulez que nous continuions à découvrir la vérité, merci de liker, de vous abonner et de partager la partie de l'affaire d'aujourd'hui qui vous a le plus touché. Votre soutien nous est essentiel. Vous trouverez d'autres affaires classées et résolues dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Lorsque les inspecteurs entrèrent dans la chambre de Richard Cole au centre de soins de Maple Hollow, la première chose qu'ils remarquèrent fut le son. Le sifflement faible et rythmé de l'oxygène pulsé à travers un tube de plastique transparent. La pièce sentait l'antiseptique et l'air confiné. Richard était adossé à ses oreillers, une fine couverture tirée jusqu'à sa poitrine, sa respiration superficielle mais régulière. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait le verre d'eau sur sa table de chevet, la perfusion à son poignet tressautant à chaque mouvement. Il ne ressemblait en rien à l'homme des vieilles photos de l'affaire, ce voisin qui avait autrefois aidé à accrocher des ballons pour la fête d'anniversaire d'une petite fille. Le temps l'avait dépouillé de cette image, ne laissant qu'une coquille fragile. Les inspecteurs Mary Ann Lowell et James Klein se tenaient à l'entrée de la chambre, ne sachant comment commencer. Il n'arrivait pas souvent qu'un homme appelle les urgences pour avouer l'une des affaires non résolues les plus obsédantes de l'histoire du comté. Ils avaient réécouté ces mots en boucle avant de venir. « Je ne peux plus le porter. Je sais ce qui est arrivé à la fille de l'anniversaire. » Lowell s'approcha. Les yeux de Richard étaient cernés mais alertes, scrutant leur visage avec un étrange mélange de soulagement et de peur. Quand il parla enfin, sa voix était rauque, comme du papier de verre. « Je n'en ai plus pour longtemps, dit-il. Je veux juste partir en paix. » Il leur raconta que le jour du 8e anniversaire de Lila Hartley, il était assis sur son porche quand il l'avait vue courir après un ballon qui s'était échappé de la fête. Le ballon avait flotté à travers le jardin, par-dessus sa clôture, rebondissant doucement dans la brise d'été. Il l'avait appelée, lui disant qu'il l'aiderait à le retrouver. Selon lui, elle l'avait suivi dans son garage, lui faisant confiance comme les enfants font confiance aux adultes familiers. Il dit qu'il se souvenait s'être tourné une seconde, juste une seconde, pour chercher le ballon, et que lorsqu'il s'était retourné, elle était par terre. Elle ne bougeait plus. Il affirma qu'elle était tombée et s'était cogné la tête contre un outil en métal près de son établi. Ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de mimer le geste, traçant un point invisible sur sa tempe. Sa voix se cassa en décrivant comment il s'était agenouillé à côté d'elle, secouant son épaule, l'appelant par son nom. Il dit qu'il y avait du sang, pas beaucoup, mais assez pour savoir que quelque chose n'allait pas du tout. Ce n'était pas intentionnel, ne cessait-il de répéter. C'était un accident. Les inspecteurs ne l'interrompirent pas. Ils se contentèrent d'écouter, leur carnet de notes intact. Après 15 ans de silence, l'histoire qu'ils avaient traquée se déversait par fragments, confuse, hésitante, mais terriblement plausible. Richard leur raconta qu'il avait paniqué. Il n'avait pas appelé les secours. À la place, il avait enroulé le corps de Lila dans une vieille bâche de son abri de jardin, attendu la tombée de la nuit et l'avait emmené au ruisseau. Sa respiration s'accéléra en le disant, les mots s'effondrant les uns sur les autres. Il dit qu'il l'avait transporté dans le coffre de sa voiture,
s'était garé près de l'ancienne route de service près des bois et l'avait laissé au bord de l'eau, lesté avec des pierres. Il disait ne plus se souvenir de l'endroit exact, juste quelque part près du coude où le ruisseau se divisait en deux canaux étroits. Quand Lowell lui demanda pourquoi il n'avait jamais parlé, sa réponse fut à peine audible. Parce que je me suis dit que ce n'était pas de ma faute, murmura-t-il. Mais elle est dans mes rêves depuis. Je la vois toutes les nuits, debout près de cette clôture, tenant ce ballon rose. Il se mit à pleurer, de profonds sanglots secouant son corps et faisant glisser son masque à oxygène le long de son visage. Les inspecteurs échangèrent un regard. Ils avaient déjà entendu de fausses confessions, mais quelque chose dans ces détails tremblants, la façon dont il se souvenait des plus petites choses, la couleur du ballon, le bruit de ses sandales sur le trottoir, rendait le tout terriblement réel. Ils quittèrent la chambre juste après le lever du soleil, l'enregistreur tournant toujours dans la poche du manteau de Lowell. Lorsqu'ils sortirent à la lumière du matin, les deux inspecteurs étaient silencieux, écrasés par le poids de ses aveux. En quelques heures, des équipes de recherche furent mobilisées. Des shérifs adjoints, des techniciens de la police scientifique et des plongeurs se déployèrent le long du ruisseau que Richard avait décrit. C'était le même ruisseau qui serpentait derrière l'ancienne route de service, à environ 3 kilomètres de Maple Hollow. Le terrain était envahi par la végétation, dense de broussailles et de lianes. Des excavatrices commencèrent à creuser dans les zones que Richard avait indiquées d'une main tremblante depuis son lit, mais rien n'apparut. Pas de bâches, pas de vêtements, pas d'ossements. Pendant 2 jours, les équipes ratissèrent la zone. Des chiens de recherche de cadavres furent amenés, mais leurs alertes étaient incohérentes. La pluie de la semaine précédente avait transformé le sol en boue, effaçant toute trace qui aurait pu exister. Le 3e jour, les recherches furent suspendues. Le shérif déclara aux journalistes qu'il s'efforçait de corroborer les déclarations du suspect. Derrière son ton calme, la frustration commençait à poindre. Si Richard Cole disait la vérité, il n'avait aucune preuve pour le démontrer. Et s'il mentait, la question était pourquoi? Lorsque Lowell et Klein retournèrent à la maison de retraite pour un second entretien, l'état de Richard s'était aggravé. Sa voix était plus faible, ses mots plus difficiles à saisir. Il disait vouloir réparer les choses, mais lorsqu'ils insistèrent pour obtenir plus de détails, des points de repère, n'importe quoi, ses réponses devinrent confuses. Un instant, il affirmait que c'était près du pont. L'instant d'après, il jurait que c'était près du départ du sentier. Il mentionna une 2e personne à un moment donné, son frère, décédé depuis longtemps, avant de le nier quelques secondes plus tard. L'histoire commençait à s'effilocher. Lowell quitta la chambre, l'estomac noué. Après 15 ans, elle avait enfin entendu les mots qu'elle attendait, mais maintenant, elle n'était plus sûre qu'ils signifiaient quoi que ce soit. Elle avait passé sa carrière à poursuivre la vérité, et là, sur le point de la trouver, la vérité elle-même lui glissait entre les doigts. La nouvelle des aveux se propagea rapidement. Le soir suivant, l'histoire était de nouveau partout. Un voisin avoue dans la disparition de Maple Hollow. La petite ville du Tennessee, qui avait appris à vivre dans le silence, fut soudainement projetée sous les feux des projecteurs. De vieilles blessures se rouvrirent. Les talk-shows débattaient de la crédibilité des aveux. Certains habitants affirmèrent avoir toujours su que c'était lui. D'autres disaient que cela n'avait aucun sens,
que personne ne pouvait garder un tel secret aussi longtemps sans laisser de traces. Dana Hartley regardait les reportages depuis son salon. Ses mains tremblaient en serrant la télécommande. Elle avait attendu 15 ans pour tourner la page, mais maintenant, chaque mot des aveux de Richard Cole lui donnait la chair de poule. Elle ne voulait pas croire que les derniers instants de sa fille s'étaient déroulés à quelques mètres de leur maison, mais elle ne pouvait ignorer cette possibilité. L'idée de ce garage, le même qu'elle avait vu chaque jour depuis la fenêtre de sa cuisine, la rendait malade. Elle retourna à Maple Hollow 2 jours plus tard, se tenant de nouveau près de la clôture où tout avait commencé. Le vent bruissait dans l'herbe, transportant le son lointain d'une cloche d'église. Pour la première fois, elle n'avait pas apporté de ballon. Elle se tenait juste là, regardant de l'autre côté de la rue la maison qui avait été celle de Richard Cole. Les fenêtres étaient maintenant condamnées, la pelouse envahie par les mauvaises herbes. Mais derrière ces murs, réalisa-t-elle, se trouvait peut-être le dernier endroit où sa fille avait respiré. Pendant ce temps, la police continuait de chercher une confirmation. Ils envoyèrent des échantillons de sol du ruisseau au laboratoire de la police scientifique de l'État. Ils réclamèrent les registres de propriété, espérant retracer toute modification du terrain. Mais tout revint négatif. Aucune preuve de décomposition, aucun signe de perturbation. L'histoire de Richard s'effondrait sous le poids de sa propre incertitude. Certains inspecteurs commencèrent à se demander si cela s'était vraiment produit. Les maladies en phase terminale provoquaient parfois des hallucinations, de la confusion, voire un sentiment de culpabilité pour des actes jamais commis. Était-ce le délire d'un seul homme? Ou était-ce la première lueur de vérité émergeant enfin après des années de silence? Au moment où les enquêteurs revinrent pour un dernier entretien, Richard était à peine conscient. Il sombrait dans le sommeil et en sortait, marmonnant des fragments que personne ne pouvait assembler. « Je ne voulais pas lui faire de mal », ne cessait-il de dire. Elle ne se réveillait pas. Il ne signa jamais de déclaration officielle. 2 jours plus tard, son état s'aggrava et il fut placé en soins palliatifs. Les médecins ne pensaient pas qu'il passerait la semaine. À l'extérieur de la maison de retraite, une foule de journalistes s'était rassemblée. Les lumières des caméras se reflétaient sur les fenêtres tandis que les habitants observaient depuis le trottoir, essayant de déchiffrer les visages des officiers qui allaient et venaient. L'histoire qui avait hanté la ville pendant plus d'une décennie était revenue, non pas avec des réponses, mais avec plus de questions que jamais. L'inspectrice Lowell se tenait près de sa voiture, le regard fixé sur l'horizon. Elle avait traqué cette affaire pendant la moitié de sa vie. Maintenant, avec l'homme qu'elle avait toujours soupçonné sur son lit de mort, elle ne savait toujours pas si elle avait enfin trouvé la vérité ou une autre impasse déguisée en confession. À l'intérieur de l'établissement, Richard Cole dormait sous une fine couverture, sa machine à oxygène bourdonnant doucement. Il ne verrait jamais le chaos à l'extérieur. Il ne saurait jamais que ces mots, vrais ou faux, avaient fait voler en éclats un silence que Maple Hollow avait mis 15 ans à oublier. Et alors que la nuit tombait de nouveau sur la ville, une question résonnait plus fort que toutes les autres. S'il mentait, pourquoi son histoire s'emboîtait-elle si parfaitement là où la piste de Lila s'était arrêtée? Le lendemain matin, les inspecteurs retourneraient dans ce quartier une dernière fois, retournant au même garage
qui était resté intact depuis 2009, et ce qu'ils y trouveraient allait changer tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'affaire. 2 jours après les aveux de Richard Cole, les inspecteurs retournèrent à Maple Hollow pour ce qu'ils pensaient être leur dernière inspection. Les recherches au ruisseau avaient échoué et sans preuve matérielle, les aveux semblaient creux, une autre histoire bâtie sur la culpabilité et une mémoire défaillante. Mais quelque chose dans les mots de Cole continuait de tourmenter l'inspectrice Mary Ann Lowell. La façon dont il décrivait le ballon, la mention de la bâche, les détails changeants sur son frère. Rien ne concordait parfaitement. Et pourtant, quand elle regardait les anciennes photos de la maison des Hartley, de la clôture où la piste olfactive s'était arrêtée, son instinct lui hurlait que la réponse était toujours quelque part, tout près. L'équipe retourna donc au point de départ, à l'endroit qui s'était caché sous leurs yeux depuis le début. La propriété des Cole n'avait pas été touchée depuis des années. La maison était vide, ses fenêtres obscurcies par la poussière, la pelouse envahie par les mauvaises herbes. À l'intérieur, l'air était vicié, une odeur de moisi lourde dans l'obscurité. Dans le garage, de vieilles taches marquaient le sol en béton où Richard avait autrefois son établi. C'est là que les inspecteurs remarquèrent quelque chose d'étrange, une parcelle de ciment plus récente près du coin arrière, de couleur légèrement plus claire, avec de faibles marques circulaires comme celles d'un vieux baril ou d'un seau. Selon les registres de propriété, le sol avait été refait en 2010, moins d'1 an après la disparition de Lila. Lowell demanda une analyse au géoradar. C'était un pari risqué, le genre de demande qui n'aboutissait généralement à rien après tant d'années. Mais le shérif donna son accord, et en 48 heures, des experts de la police scientifique arrivèrent avec l'équipement. Ils firent glisser l'antenne sur le sol du garage, scannant centimètre par centimètre. Au début, l'écran ne montra rien d'inhabituel, juste des couches de terre compactées et de béton. Puis, près du coin arrière, une petite anomalie apparut. Pas plus grande qu'une boîte à chaussures, mais distincte. Un vide là où il n'aurait dû y en avoir aucun. Ils refirent l'analyse 2 fois. La même forme irrégulière apparut à chaque fois. À l'aube du lendemain, une équipe de techniciens commença à percer la dalle. Le son des perceuses et des burins résonnait dans la rue déserte, observé en silence par quelques voisins qui étaient sortis, sachant que quelque chose se passait de nouveau à Maple Hollow. Il fallut près de 4 heures pour atteindre la cavité. Quand ils y parvinrent enfin, une odeur de terre humide s'échappa de la fissure. À l'intérieur de ce petit espace creux, enveloppé dans les restes d'une bâche en plastique déchirée, ils trouvèrent un amas d'objets, des clous rouillés, des fragments de vieux bois et, autre chose, un morceau de tissu. Puis, juste à côté, un fragment de semelle de chaussure, assez petit pour appartenir à un enfant. Les fouilles se poursuivirent jusque dans la soirée. En plus du fragment de chaussure, les techniciens récupérèrent des traces microscopiques de latex de ballon synthétique, du même type que celui utilisé pour les décorations de fêtes d'enfants. L'analyse médico-légale confirmera plus tard que le matériau correspondait à la marque vendue localement en 2009, celle que Dana Hartley avait achetée pour l'anniversaire de sa fille. Lorsque les résultats du laboratoire revinrent 2 jours plus tard, l'analyse ADN confirma ce que personne ne voulait dire à voix haute. Le petit morceau de tissu contenait du matériel génétique correspondant à celui de Lila Hartley. La vérité n'avait jamais été au ruisseau. Elle était enterrée sous le béton, à moins de 50 mètres de l'endroit où les chiens de recherche s'étaient arrêtés
15 ans plus tôt. L'inspectrice Lowell resta dans le garage longtemps après le départ des autres. La réalité la frappa plus durement qu'elle ne s'y attendait. Elle repensa à la voix de Dana Hartley des années auparavant, la suppliant de lui dire où était sa petite fille, et réalisa que la réponse se trouvait juste de l'autre côté de la rue, scellée sous une couche de ciment coulée par l'homme qui avait fait semblant d'aider à installer des chaises le matin de la fête. Richard Cole ne fut jamais jugé. 2 jours après la découverte, il mourut dans son sommeil à la maison de retraite. Son certificat de décès indiquait une insuffisance respiratoire. Le timing, notèrent les enquêteurs, était d'une précision presque cruelle. Il avait porté le secret pendant 15 ans pour ne le laisser échapper que quelques jours avant que son corps ne lâche. À la conclusion de l'enquête, les analystes médico-légaux reconstituèrent ce qui s'était probablement passé. Les preuves suggéraient un traumatisme crânien par objet contondant, ce qui correspondait à la déclaration initiale de Cole selon laquelle Lila était tombée et avait heurté un outil ou un objet lourd. Il n'y avait aucun signe de lutte prolongée ou d'autres blessures. Tout indiquait un accident qui aurait pu être pardonné s'il avait appelé à l'aide. Au lieu de cela, il avait choisi la dissimulation. Il avait caché son corps, construit sur sa tombe et vécu le reste de sa vie en prétendant que rien ne s'était passé. Les enquêteurs découvrirent plus tard que la rénovation du garage avait été payée en espèces, sans aucun permis déposé. Cole avait dit aux voisins qu'il réparait des fissures dues à une inondation. Personne ne s'était posé de questions. L'équipe de construction avait coulé la dalle et était partie, sans savoir qu'elle scellait un secret qui durerait plus d'une décennie. Lors d'une conférence de presse quelques jours plus tard, le ton du shérif était sobre. Il ne parla ni de conclusion ni de justice. Il dit simplement « Nous avons retrouvé Lila ». Ces mots parcoururent Maple Hollow comme un frisson. Pour la première fois en 15 ans, il n'y avait plus de mystère à résoudre, seulement le deuil et l'incrédulité. Les journalistes envahirent de nouveau l'impasse, les flashs des caméras se reflétant sur la peinture délavée de la maison des Hartley. Certains voisins pleuraient ouvertement. D'autres regardaient en silence, hantés par l'idée qu'ils avaient vécu pendant des années à quelques pas de la vérité. Quand Dana Hartley arriva cet après-midi-là, elle ne parla pas à la presse. Elle marcha jusqu'au bord de l'allée, s'arrêta à la clôture et regarda le garage en face. Elle resta là plusieurs minutes avant de s'agenouiller, sa main effleurant l'herbe où la piste de sa fille s'était autrefois arrêtée. À cet instant, il n'y avait pas de larmes, juste une sorte de paix silencieuse et creuse. L'incertitude était terminée. Elle dira plus tard à un journaliste que tourner la page n'était pas le bon mot. Ce n'est pas du soulagement, dit-elle doucement. C'est juste de savoir enfin où elle était pendant tout ce temps. Le dossier fut classé 1 mois plus tard. Officiellement, la disparition de Maple Hollow fut classée comme une mort accidentelle avec dissimulation de preuves. Mais pour ceux qui l'avaient vécu, les inspecteurs, les voisins, la famille, cela n'avait rien d'accidentel. C'était comme une trahison gravée dans le béton. Par la suite, le comté ordonna la démolition de la propriété de Cole. La dalle de béton fut entièrement arrachée, le sol en dessous retourné puis scellé. À sa place, la ville aménagea un petit jardin du souvenir, un unique arbre entouré d'un parterre de fleurs. Aucune plaque ne portait son nom, mais chaque personne qui passait par là
savait pour qui il était. L'inspectrice Lowell prit sa retraite définitivement peu de temps après, mais elle conserva un objet de l'enquête, une photographie de la clôture de l'arrière-cour prise lors de cette première nuit de 2009. On y voyait l'herbe piétinée et les faisceaux flous des projecteurs. Elle la garda épinglée sur son mur, non pas comme le rappel d'un échec, mais comme le témoignage du temps que la vérité peut mettre à faire surface. Finalement, Lila Hartley ne s'était pas évanouie dans les bois, ni n'avait été enlevée par un étranger sur la route. Elle n'avait jamais quitté le quartier. Elle avait toujours été là, juste de l'autre côté de la rue, enterrée sous l'endroit même où un homme coupable avait vécu le reste de ses jours. Et à Maple Hollow, cette révélation devint à la fois la réponse que tout le monde attendait et le genre de vérité dont personne ne se remettrait jamais complètement. L'été 2024 apporta à Maple Hollow une quiétude presque anormale. Pour la première fois en 15 ans, il n'y avait plus de questions à poser, plus de recherches à organiser, plus d'interviews à subir. Seulement le silence et le poids d'une vérité à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. La ville décida d'organiser une cérémonie commémorative, un dernier rassemblement pour enfin faire le deuil de ce qui les avait hantés si longtemps. Par un samedi après-midi ensoleillé, la même arrière-cour qui, autrefois, débordait de rire et de musique, se remplit à nouveau, mais cette fois, l'ambiance était plus lourde. L'herbe avait poussé de manière inégale. La peinture de la clôture s'écaillait depuis longtemps, mais l'air portait la même légère odeur de barbecue estival et de chèvrefeuille dont les voisins se souvenaient encore de 2009. Un auvent blanc avait été dressé au-dessus d'une table où s'alignaient des photos encadrées de lilas. Ses portraits d'anniversaire, ses photos de classe, le même visage souriant qui avait orné les affiches, les panneaux publicitaires et les journaux télévisés pendant plus d'une décennie. À 15 heures, alors que la foule se rassemblait, un vent léger traversa la cour. Dana Hartley se tenait au centre, vêtue simplement, les yeux gonflés, mais le regard ferme. Elle ne s'était pas exprimée publiquement depuis la découverte, mais lorsqu'elle s'avança vers le petit pupitre, le murmure de la foule s'éteignit. Elle balaya du regard les visages. Des voisins qui avaient fouillé les bois, d'anciens inspecteurs qui avaient ratissé les ruisseaux, des journalistes qui, un jour, avaient campé devant sa pelouse. Quand elle prit la parole, sa voix était douce, fragile. Elle ne parla ni de pardon, ni de colère, ni de ce qu'elle aurait souhaité de différent. Elle parla de Lila, la façon dont elle fredonnait en se brossant les cheveux, le fait qu'elle ne pouvait pas dormir sans son lapin en peluche, la fois où elle avait dit qu'elle voulait devenir une dame au ballon quand elle serait grande, pour remplir le ciel de couleurs. Alors aujourd'hui, dit doucement Dana, nous allons lui offrir ce rêve. Des dizaines de ballons roses furent distribués à la foule. Certains les serraient fort, hésitant à les lâcher. D'autres les tenaient comme s'ils avaient peur de les laisser partir trop tôt. Au signal de Dana, les fils glissèrent entre des doigts tremblants et le ciel se remplit de douces sphères roses, s'élevant de plus en plus haut jusqu'à disparaître dans le soleil. La foule les regarda s'évanouir en silence, de la même manière que Lila avait disparu toutes ces années plus tôt, sans un bruit, sans une trace, simplement partie. L'inspectrice Marianne Lowell se tenait à l'arrière, les mains jointes, observant le ciel jusqu'à ce que le dernier ballon soit hors de vue. La retraite l'avait vieilli, mais son esprit était toujours aussi vif. Elle songeait à la simplicité cruelle de toute cette affaire,
à la façon dont un mensonge dit dans la panique avait pu engendrer une vie de deuil pour toute une communauté. 15 ans de douleur, de suspicion et de division, nés d'une seule décision prise dans la peur. Elle avait passé sa carrière à pourchasser les ténèbres, mais Maple Hollow lui avait appris quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Le mal n'arrive pas toujours avec fracas et violence. Parfois, il s'insinue discrètement, caché derrière le sourire d'un voisin et la porte verrouillée d'un garage. Après la cérémonie, Dana resta alors que tout le monde partait. L'arrière-cour était de nouveau silencieuse, l'herbe piétinait là où les gens s'étaient tenus. Elle se dirigea vers la clôture, fraîchement repeinte, à l'endroit même où la piste de lilas s'était arrêtée. Elle posa la main dessus, ferma les yeux et prit une lente inspiration. Dans son autre main, elle tenait un petit bocal de terre prélevé dans le garage où les restes de sa fille avaient été retrouvés. Ce n'était pas grand-chose, juste une poignée de terre, mais pour elle, cette terre était sacrée. Elle la ramena chez elle et la posa sur le manteau de la cheminée, à côté d'une photo encadrée du dernier anniversaire de Lila. Sur la photo, Lila était saisie en plein rire, du glaçage sur les doigts, le ballon rose attaché à son poignet brillant sous le soleil de l'après-midi. Cette photo devint l'encre de Dana. C'était l'image qu'elle voyait chaque matin et chaque soir, le rappel de la joie avant que le monde ne la lui arrache. Le reste de la maison demeurait silencieux, dépouillé. Elle n'avait plus de fleurs. Elle disait qu'elle lui rappelait trop les enterrements. Mais chaque nuit sans faute, elle laissait la lumière allumée dans le couloir, devant l'ancienne chambre de Lila. De l'autre côté de la rue, la maison de Richard Cole ne resta pas debout longtemps. Le comté ordonna sa démolition dans les semaines qui suivirent la clôture de l'enquête. Les murs s'effondrèrent facilement. Le toit s'écrasa en un tas d'éclats. Et en quelques heures, la maison qui avait jeté une ombre sur le quartier pendant 15 ans fut réduite à un tas de décombres. Le terrain resta vide pendant des mois, avant que le conseil municipal n'approuve un petit projet communautaire, une aire de jeu pour enfants construite en mémoire de Lila. Une fois les travaux terminés, on l'appela le Jardin de Lila. L'aire de jeu n'était pas grandiose, juste quelques balançoires, un toboggan, un banc sous un érable, mais c'était suffisant. Chaque après-midi, les rires d'enfants résonnaient à nouveau dans cette partie de la rue qui avait été silencieuse pendant des années. Les parents surveillaient depuis les bancs, leurs regards se tournant parfois vers la maison des Hartley, conscients de l'histoire qui se cachait sous leurs pieds. Certains disaient que c'était juste. D'autres trouvaient cela encore étrange, comme si la joie n'avait plus sa place ici. Mais pour Dana, c'était exactement ce que Lila aurait voulu, un endroit où la vie continuait. L'inspectrice Lowell visita l'aire de jeu une fois avant de déménager. Elle resta assise sur le banc pendant près d'une heure, regardant les balançoires grincer dans le vent. Quand elle se leva enfin pour partir, elle se murmura à elle-même que c'était fini. Mais au fond de son cœur, elle savait que les affaires comme celle de Maple Hollow ne se terminaient jamais vraiment. Elles devenaient simplement plus silencieuses. Pour les gens qui l'avaient vécue, cette histoire devint plus qu'une tragédie. Elle devint un avertissement, un rappel que le danger ne se cache pas toujours dans des bois lointains ou des ruelles sombres. Parfois, il habite juste à côté, derrière les visages ordinaires en qui nous avons confiance. Et la vérité, lorsqu'elle fait enfin surface, ne vient pas de la technologie
ou des avancées scientifiques. Elle vient de quelque chose d'humain. La culpabilité, la conscience, le poids insoutenable du silence. Alors que le soleil déclinait sur Maple Hollow, la nouvelle aire de jeu se dressait là où se trouvait l'ancienne maison, ses couleurs vives brillant dans la lumière déclinante. Les rires des enfants se propageaient dans la rue, se mêlant au bruissement du vent dans les arbres. Pour la première fois en 15 ans, le quartier ne semblait plus hanté. Et bien que le passé ne les quitterait jamais vraiment, les habitants de Maple Hollow pouvaient enfin respirer à nouveau, car le mystère qui les avait définis avait finalement cédé la place à la vérité. Les ballons étaient partis, mais quelque part, très haut au-dessus de la ville qui n'avait jamais cessé de chercher, le ciel était encore strié de rose.